c'est quelque chose qui, à l'époque, vous parliez de tourner en tribu. Ces notions-là, à l'époque, quand il fallait expliquer à la base, parce que c'est quelque chose, c'est-à-dire c'est une marque de fabrique du Palika, c'est de travailler à la base, et puis il fallait beaucoup d'explications. Il y avait beaucoup de tournées dans les tribus, et pour pouvoir expliquer ça, à l'époque, est-ce que vous pouvez raconter quelques anecdotes sur comment est-ce que vous expliquez ça dans les tribus, dans les tournées que vous effectuez? C'était difficile parce que donc il fallait donc faire comprendre cette dimension internationale, et il y avait la question des valeurs kanak, et donc à ce moment-là, la question qui se posait aux militants, c'est faut-il adapter le socialisme scientifique ou le marxisme aux valeurs kanak, ou l'inverse, faut-il adapter le marxisme aux valeurs kanak? Et il y a eu 2 ou 3 années de discussion entre nous à l'intérieur du Palika, et la tendance qui a répondu qu'il faut plutôt adapter le marxisme ici aux valeurs kanak, donc mettre en avant les valeurs kanak. Donc ils ont choisi de se séparer. D'accord. Et il y a eu la première division, séparation, donc entre le Palika et entre 2 tendances dans le Palika, c'est-à-dire la tendance marxiste et la tendance qui se disait tendance d'Amoa, qui après a fait le LKS. Mais je dois dire qu'on a fait l'éducation politique aussi dans le Palika, pour expliquer de quoi on parle. Et pour pouvoir faire choisir par le parti, on a fait l'éducation politique pendant au moins 2 ans pour que le Palika puisse opter pour le marxisme ou pour les valeurs kanak. Voilà. Donc c'est quelque chose qui, je ne dis pas c'est laborieux, mais c'est quelque chose de nécessaire, où il fallait passer par cette étape-là d'information, de communication, d'explication, de pédagogie. Vous pensez qu'actuellement, en parlant du militantisme, est-ce que c'est quelque chose qui mérite encore d'être bien réexpliqué pour que, c'est-à-dire qu'on demande l'implication des militants de terrain, est-ce que c'est quelque chose qui peut être encore en vigueur actuellement? Oui, nous avons commencé des cours d'éducation politique, carrément, dans le Palika, parce qu'il y en a beaucoup qui font ce qu'on appelle du suivisme, où il y en a beaucoup qui se revendiquent de certaines choses dont ils ne comprennent pas, en fait, c'est quoi le vrai sens. Vous voyez? Et donc, l'éducation politique dans le Palika est encore nécessaire aujourd'hui. Quand le FLNKS a mis en place des comités nationaux et citoyens, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas faire cette relation-là pour pouvoir sensibiliser, conscientiser, pour dire maintenant, en 2018, il va y avoir cette consultation-là, il y a besoin c'est-à-dire réactiver, de remobiliser les militants au niveau communal et au niveau des tribus? Oui, parfaitement. C'est une décision du dernier congrès du FLNKS à Kouekara. Donc de mettre en place au niveau des communes les comités nationalistes et citoyens, c'est-à-dire dépasser aussi la notion de nationalisme pour aller vers l'internationalisme, et puis aussi continuer à construire la citoyenneté. Parce que la citoyenneté nous oblige à nous dépasser nous-mêmes et à construire ce pays avec les autres. Donc je reprends un passage du livret que vous avez, qu'on en parlait tout à l'heure, sur les 30 ans. Donc ça a été édité lors du 30 ans du Palika, en chemin vers la citoyenneté. En page 9, vous disiez, parce qu'on parle de culture, l'usage et la connaissance des langues kanak ont parfois permis une bonne traduction des concepts du socialisme scientifique dans les réunions avec les anciens. Au niveau des langues actuellement, pour que les gens puissent appréhender la démarche, est-ce que sur les langues, au niveau des langues kanak, au niveau du service que vous dirigez, la culture, est-ce qu'on est déjà allé jusqu'au bout? On sait que dans les écoles, il y a les 4 ou 5 langues qui sont déjà mises en place, mais il y a encore des marges de manœuvre pour toutes les langues, sur la vingtaine, trentaine de langues qui restent à faire pour que les gens puissent s'approprier de cette citoyenneté-là. Oui, il reste encore un certain nombre de choses à faire, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la loi qui a été prise donc à propos des langues, l'enseignement est optionnel. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, c'est optionnel. C'est langue kanak. C'est juste ou c'est pas... nous, on doit l'accepter comme tel, ou bien on dit c'est quelque chose qui normalement devait être, ou comment est-ce que on l'accepte tel quel, ou il y a besoin de donner encore un coup de pouce? C'est-à-dire, nous, les indépendantistes, on est pour rendre obligatoire l'enseignement des langues, mais nous ne sommes pas encore majoritaires au Congrès. Et c'est pourquoi la loi qui est passée, celle-là.
Et donc on accepte les règles du jeu telles qu'elle est. C'est-à-dire qu'il faut que nous, on soit encore plus actifs parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent un peu indifférents. Je parle de ceux qui ne votent pas, par exemple. Et donc il faut leur faire comprendre à ces gens-là que ça, normalement, c'est impératif quand on veut l'indépendance. Donc si vous voulez, je voudrais revenir, parce qu'en fait dans le livre qu'on parlait tout à l'heure du livre, vous parlez de la venue, à un moment donné vous parliez que Simon Aoutoué et Éloi Machoro sont venus vous voir à la cité Pierre Lanquette. Donc c'était un moment au niveau de l'histoire du Palika, du mouvement indépendantiste, où ceux qui étaient dans les institutions, ils sont venus voir les groupes révolutionnaires, les 4 groupes qui étaient au niveau des mouvements de jeunes, ils sont venus voir. Est-ce que vous pouvez nous raconter encore comment s'est passé ces rencontres-là entre ceux qui sont dans les institutions et les groupes révolutionnaires où vous étiez? Nous, on était déjà donc un parti institutionnel, le Parti de Libération Kanak depuis 1976. Et en 1984, quand Simon Aoutoué, qui était de l'UPM, l'Union progressiste mélanésienne, et Éloi Machoro, qui était de l'Union calédonienne, sont venus nous voir à notre local qui était à Pierre Lanquette, c'est parce qu'au niveau de l'UC, ils avaient décidé de boycott actif. Donc de boycotter les élections du 18 novembre 1984, qui, pour nous, constitue encore une manière de vouloir minoriser encore plus le peuple kanak chez lui. Et donc ne pas tenir compte de toutes nos revendications, de toutes les années précédentes, de toutes nos années de lutte et de discussion avec l'État. Et donc Éloi est venu et il a dit la phrase suivante: vous, le Palika, je viens vous voir parce que vous êtes tout le temps sur le terrain. Et donc avec le boycott actif, on va aller sur le terrain. Et donc je viens vous demander de venir avec nous. C'est comme ça qu'il a formulé la demande. Et après ils sont repartis avec Simon Aoutoué. Parce qu'il faut dire que nous, à cette époque-là, on n'était pas encore dans le FLNKS. Autant on a accompagné les militants, les autres partis indépendantistes et tout ça, dans le front indépendantiste. Et après, 24 septembre 1984, nous, on a dit on a besoin donc de faire recours, de recourir à notre congrès pour savoir si le Palika est pour l'intégration dans la FLNKS ou non. Et on a envoyé des observateurs donc, à ce congrès pour qu'ils reviennent nous rendre compte et puis qu'on puisse à ce moment-là décider. Et donc on n'était pas encore dans la FLNKS. Et c'était quoi les teneurs, des débats à ce moment-là? C'est-à-dire, il y a eu le front indépendantiste, que nous, le Palika, on a quitté à un moment donné parce qu'on a estimé que c'était un front au sommet. Ce n'était pas un front à la base. Et on a dit, il faut retourner à la base pour faire le front à la base. Et après, on propose une autre forme du front. Parce qu'en fait, c'était important pour vous, dans les démarches qui sont déclinées, la démarche que le Palika, le Parti de Libération Kanak, il défend, c'est ce travail-là étroit. Ce travail étroit avec le terrain, avec la base. Oui, tout le temps. Il faut être tout le temps en relation avec la base et aussi parce que notre organisation, vous avez donc dans les tribus les sections de base. Après, au niveau communal, vous avez les comités régionaux qui se voient tous les 3 mois en assemblée générale. Et puis chaque année, nous avons le congrès, qui est l'organe suprême donc, du parti. Et donc, non, on est toujours très près de la base. Donc, pour rappeler à nos auditeurs que nous sommes toujours avec Madame Dewe Gorodé pour parler des 40 ans du Palika qui doivent se dérouler à la tribu de Boyenne. Donc, après le 14 juillet, on va dire une certaine date qui fait écho chez certains sur le 14 juillet, mais c'est le week-end qui vient après, donc c'est une invitation qui est lancée à tous les militants de toutes les sections de base de tout le pays pour pouvoir venir fêter ensemble, parce que c'est un moment où c'est pas seulement festif, mais c'est des moments de débat aussi, de discussion lors de ces journées-là. Oui, et puis de raconter l'histoire du parti et du mouvement indépendantiste en général ici. C'est pourquoi on a invité des syndicalistes, les autres leaders donc, des différents mouvements politiques ici, parce que nous estimons que justement l'histoire de ce pays est l'histoire
de tout le monde, pas seulement des militants du PALICA. Et donc il faut qu'on se rappelle tout ça, et il faut surtout qu'on informe les jeunes par rapport à la suite. Parce que nous sommes les fondateurs du PALICA et nous ne serons pas toujours là, et la suite, c'est aux jeunes d'apprendre. Donc le message, il est assez clair pour la jeune génération, pour dire que le travail, il a été commencé par les anciens, relayé par une génération, et la suite, il ne faut pas attendre que... il faut se bouger. Donc tout à l'heure, en début d'émission, il y avait des hommages. Et je voudrais citer, parce que, on va dire, les nouvelles... le quotidien du pays a relayé, du moins a fait des extraits sur le décès de du Premier ministre Michel Rocard. Alors je voudrais citer un passage qu'ils ont repris. Il dit cela: vous en avez déjà les 4/5e en parlant des compétences. Et il dit par la suite: pour la Nouvelle-Calédonie, le dernier 5e, je crois, vous seriez sage de ne pas le vouloir. Donc en fait, Michel Rocard, il parlait du moins comment lui il voyait les choses au niveau des compétences, de ce qui va suivre après. Quand M. Rocard, il dit que les 4/5e, la Calédonie, il a déjà. Et pour les compétences régaliennes, lui il recommande, aux Calédoniens ou aux Kanaks pour dire: je crois que vous seriez sage de ne pas le vouloir. Oui, c'est une simple recommandation du Premier ministre Michel Rocard, mais c'est à nous de décider dans tous les cas. Dans les différentes interventions que vous avez effectuées, pas seulement au niveau du PALICA, mais on a entendu aussi au niveau d'autres partis qui composent le front, on commence à parler d'accords de coopération concernant les compétences régaliennes. Est-ce que c'est quelque chose, qui reste ouvert, qui reste à développer? Est-ce que des pourparlers qui sont déjà en préparation sur les relations internationales, sur la monnaie, sur l'ordre public, la défense et la justice? Est-ce que ces informations-là, est-ce que c'est quelque chose où il y a besoin d'en parler, ou c'est discuter en petits groupes, c'est réfléchi seulement par un petit groupe, ou c'est quelque chose où il y a besoin d'en parler avec ceux qui sont en formation maintenant, pour leur dire qu'il y a des perspectives pour pouvoir exercer ces différentes compétences-là? Oui, il y a eu avec l'État, des experts qui ont été envoyés ici pour discuter chacune des compétences dites régaliennes une par une. Et puis, actuellement, il y a la venue des mêmes personnes, et parfois il y a d'autres personnes qui viennent, missionnées par le Premier ministre actuel pour approfondir ces questions. Donc, c'est en train d'être discuté actuellement. Et les indépendantistes et tout le monde, tous ceux qui discutent, ils doivent rendre leur copie au prochain comité des signataires à ce propos. La démarche du FLN, il est structuré. Chacun vient avec ses propositions, où il n'y a pas un travail en amont, où le FLN se retrouve pour pouvoir coordonner ou bien chacun amène la vision au niveau international, au niveau de la monnaie. Oui, c'est vrai que chacun apporte pour le moment, ce qu'il a travaillé. Mais sur l'essentiel, je pense que le FLNKS, il est toujours uni, quoi. Donc pour la dernière partie de notre émission, on dit on rappelle à nos auditeurs que nous sommes toujours avec Madame Dewe Gorodé pour parler des 40 ans du Parti de Libération Kanak. Il y a un mot avec M. Ouachetine, quand il est venu la dernière fois, on parlait de IKS à l'époque, mais après le PALICA a rajouté le R. IKRS. Est-ce que vous pouviez nous expliquer le R qui vient en plus qui vient se rajouter au niveau du IKS? Alors IKS, Indépendance Kanak Socialiste, c'est le mot d'ordre du FLNKS, et nous avons ajouté R, révolutionnaire, parce que nous sommes issus historiquement de ces groupes révolutionnaires Kanak qui sont venus à fonder le PALICA en 1976, et nous n'avons pas renoncé à cet objectif principal de notre lutte, parce que révolutionnaire, ça veut dire il faut changer les choses.